et je vais vous parler du mystère de la femme, une sexualité à contretemps, point d'interrogation. Alors le terme contretemps, après l'avoir choisi, je me suis dit que ça peut paraître dévalorisant ou négatif, alors qu'il s'agirait plutôt ici de présenter le contretemps comme un art. Vous savez qu'en musique, le contretemps, c'est une note attaquée sur un temps faible et suivie d'un temps fort occupé par un silence. C'est magnifique cette définition. Et donc le contretemps, pour ceux qui ne seraient pas musiciens, c'est un peu comme la syncope. Vous savez, ça donne un rythme, le rythme syncopé, vous voyez, c'est le rythme jazzy, funky. Donc voilà un peu une manière d'évoquer le contretemps d'une manière positive. Pour l'auditeur de la syncope ou du contretemps, il a l'impression qu'il y a un déplacement de l'accent attendu. Et donc, ça peut paraître un élément rythmique en conflit avec la mesure. Vous vous dites, mais pourquoi il nous parle de musique? Mais parce que je trouve que toutes ces manières d'évoquer le contretemps pourraient s'appliquer à la femme. L'art d'être femme est un peu comme cela, fait de temps forts et de temps faibles, avec une place pour le silence. La femme peut être perçue comme imprévisible, ou tout du moins en déplacement par rapport à l'accent attendu. Son rythme peut être perçu comme compliqué, en conflit avec celui de la société ou de certaines de ses valeurs, avec celui de l'homme dans le couple, avec celui de la productivité dans l'entreprise, bref, un rythme à elle. Alors ici, on va dire quelque chose qui n'est pas exactement admis aujourd'hui, c'est que le mystère de la femme, c'est le mystère de son corps. On ne peut pas penser à une personne sans son corps, c'est pas possible. Et son corps sexué. Il n'y a pas de corps asexué. On le dit ici, mais il faut le redire aujourd'hui, hein, l'indifférenciation c'est un mythe, c'est une croyance, c'est une idée, c'est une idéologie, mais pas une réalité. Voilà. Et donc on ne peut pas comprendre la femme, se comprendre sans l'homme. C'est pour ça que je voulais parler avec Damien à mes côtés. Et puis bon, le petit clin d'œil féministe, l'époux d'eux, c'est très bien. Alors en plus on est dans la ville des Martins et on est là pour eux aussi, et vous savez que la sexualité des Martins a connu un sacré contretemps. C'est incroyable que dans la vie d'un couple canonisé on sache quelque chose de leur sexualité, mais les Martins c'est le cas, et vous le savez peut-être de quoi il s'agit, de ce contretemps dans l'intimité des Martins. Louis et Zélie ont tous les deux connu un désir de se consacrer à Dieu. Et d'un côté comme de l'autre, ça a échoué. Et puis, Louis, avant de rencontrer Zélie, il avait lu des textes qui l'avaient intéressé sur la continence totale dans le mariage. C'est une époque. Hein. Et donc, il avait lu ces textes et ça l'avait intéressé. Il s'était dit, si je me marie, peut-être qu'il pourrait y avoir cette aspiration, une espèce de consécration à l'intérieur du mariage. Il rencontre Zélie. Il se marie et Zélie découvre la réalité charnelle du mariage par la bouche de Louis le jour de son mariage. Et là, énorme choc pour elle. Choc à plus d'un titre. Choc parce qu'elle découvre complètement la réalité de l'acte charnel. Choc parce qu'elle avait un grand désir de maternité. Et que ce choc fait que tous deux prennent cette décision de ne pas avoir de rapport sexuel, cette décision de continence dans le mariage. Et pour Zélie, c'est un déchirement parce qu'elle veut être mère. Et en même temps, il n'y a pas de tension entre eux sur ce sujet-là, puisque tous les deux se trouvent d'accord pour cette continence complète au début de leur mariage. Et donc, c'est pas un lieu de conflit, mais c'est un espèce de bouleversement et choc qui arrive. Au bout de 10 mois, un prêtre bien inspiré va les remettre dans le droit chemin. Non, mais c'était pas un mauvais chemin, mais un prêtre inspiré va leur dire « c'est pas votre appel,
cette continence absolue dans le mariage, et du coup ils vont consommer leur mariage, et puis ils vont s'en suivre 9 naissances. Mais donc c'est cet événement qui nous paraît hors de notre temps, hein, parce que c'est vraiment l'histoire du puritanisme 19e qui fait qu'une femme n'est pas au courant de ce qu'est la réalité de la transmission de la vie et de la réalité de son corps. C'est incroyable que Zélie a été si peu informée qu'elle a connaissance de la capacité maternelle, mais sans le chemin pour y arriver. C'est fou, en fait. On ne se rend pas compte aujourd'hui, mais ça nous dit quelque chose pour aujourd'hui. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Elle est coupée de son propre corps, finalement. Non pas de sa faute, hein, bien sûr, pas à cause de l'éducation telle qu'elle était conçue à cette époque-là, dans son milieu, et voilà. Elle se trouve coupée de la réalité de son propre corps. Et en fait, une femme peut l'être, un homme moins. Un homme, tout ce qui fait sa sexualité se voit. La femme, sa configuration, le fait d'avoir un vagin, pour être clair, il faut qu'à un moment, la petite fille l'apprenne. Parce que sans ça, ça ne se voit pas. Et donc Zélie est coupée de son propre corps. Aujourd'hui, on est dans l'excès inverse qui nous coupe tout autant de notre corps, c'est-à-dire qu'on manipule tellement la fécondité féminine qu'il y a une tendance aujourd'hui aussi à se couper du corps et à externaliser, et à vouloir externaliser la maternité et même la sexualité. On se demande même si à un moment la sexualité ne sera pas une activité totalement solitaire, puisque de toute façon on n'en aura plus besoin pour faire des enfants. J'exagère, mais ce qui traîne dans la société aujourd'hui, enfin j'exagère pas tant que ça. C'est quand même ces idées-là qui sont donc en fait entre notre manière de nous couper de notre corps avec la tendance de la pensée actuelle, l'idéologie actuelle et le puritanisme, finalement on se rejoint dans le fait qu'on se coupe du corps de la femme, que la femme se coupe de son propre corps. Donc Zélie connaît son corps tardivement, et pourtant, des années après, elle dira « J'aime tellement les enfants, être mère, j'étais faite pour ça ». Donc on se dit, bon, là, ça y est, elle a accueilli son corps de femme. Alors dans sa dimension maternelle, à l'époque, la sexualité, c'était vraiment dans un but de procréation. Le but de l'union des époux ne devait pas être très enseigné à ce moment-là. Voilà, ce qui est plus rééquilibré maintenant. Mais donc finalement, sa féminité, pour Zélie, eh ben, ça n'a pas été simple du tout. Alors comment la femme découvre-t-elle qui elle est et la spécificité de sa sexualité? C'est un processus long et complexe dans la formation d'une personnalité que de découvrir complètement qui on est. Ça prend énormément de temps pour l'être humain. Mais ici, au sujet de la sexualité, on pourrait dire que comme la sexualité, quand même, dans sa dimension procréative, c'est la succession des générations, eh bien, la connaissance du corps de la femme, ça passe aussi par les générations et ça passe aussi par les lignées de femmes. Une petite fille, c'est sa maman qui va lui dire la réalité de son corps, et ensuite une jeune fille, en dosant les informations au fur et à mesure du temps, et ensuite la jeune fille. Une jeune fille dont la mère ne lui a pas dit comment était configuré son corps, ne lui a pas fait prendre conscience de l'emboîtement du féminin et du masculin, parce que c'est une réalité physiologique qu'il faut s'imaginer à un moment donné pour devenir vraiment ce qu'on est. Voilà, et bien si une femme ne le dit pas à cette fille ou à sa fille, eh bien ça va être par hasard qu'elle va peut-être trouver l'information avec des copines, etc. Mais vous voyez, c'est étonnant, cette connaissance de soi du corps de la femme. C'est très très différent de la manière dont l'homme appréhende son propre corps, le garçon, puis l'ado appréhende son propre corps. Et je pense qu'on ne le dit pas tellement, ça. Et de la même manière, pour le plaisir.
une fille peut être complètement coupée de l'idée, alors maintenant vous me direz dans une société où le plaisir est hyper étalé, on pourrait me dire mais tu dis n'importe quoi, forcément on sait que la sexualité c'est le plaisir aujourd'hui. Mais n'empêche, si y a ce que dit la société, mais il y a ce que dit la famille. Et si dans la famille, la fille n'a pas entendu que la sexualité c'est bon, que c'est agréable, eh bien elle peut être comme empêchée de découvrir cette part de son corps qui est pas évidente. Vous savez, quand on lit que 30% des femmes ne connaissent pas l'orgasme dans le mariage, dans leur couple, ça veut dire que le sujet du plaisir, c'est pas du tout évident pour la femme. 30%, c'est énorme. C'est énorme. D'où cette importance des lignées. Moi, j'ai eu une petite surprise amusante il n'y a pas très longtemps. Ma grand-mère maternelle et son mari n'avaient pas un couple très... Enfin, c'était compliqué, c'était difficile. Et je lis quelque chose sur ces lignées maternelles et je dis à ma mère, mais maman, comment est-ce que tu as eu notion que la sexualité puisse être un plaisir avec des parents qui étaient un couple si compliqué? Et là, elle me dit, détrompe-toi, maman, donc ma grand-mère, trouvait que c'était agréable. Donc, moi, dans ma lignée maternelle, je sais que finalement, je ne suis pas étonnée de voir ma mère qui m'a transmis à moi que la sexualité c'était épanouissant pour le corps et que c'était un plaisir pour le corps, mais elle l'avait reçu de sa mère. Donc même si son couple, le couple de mes grands-parents était un peu à l'ouest, eh ben, il y avait ça qui était quand même présent, bizarrement, et donc j'ai ce côté maternel. Alors côté paternel, c'est pas brillant du tout, mais enfin, c'est pas une question de brillant ou pas, vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, on hérite. Et donc moi, du côté de ma maman, j'hérite de le corps de la femme et la sexualité donne du plaisir. Et ben c'est pas rien parce que on peut porter une lignée au-dessus de soi et on sait qu'aux générations précédentes, avec notamment des maternités très rapprochées où la femme peut se trouver un peu traumatisée de se dire je veux plus d'enfants et il n'y a pas la contraception, etc. Donc il y a beaucoup d'histoires comme ça, moi j'en ai entendu aussi là-dessus de mes grands-mères, des paniques de je vais pas pouvoir continuer comme ça. Donc ça impactait fortement la sexualité. Et donc on peut avoir un poids derrière soi dans sa famille de c'est galère, c'est compliqué, et on a besoin de libérer ça, parce que quelquefois on porte ça très lourd dans sa famille. J'en ai eu des témoignages de femmes, on peut porter très lourd que la sexualité, eh ben, c'est juste que du négatif. Je parle du côté des femmes. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a... C'est intéressant de se dire, qu'est-ce qu'on a entendu et intégré en tant que femme dans son histoire. Ça ne veut pas dire que c'est une fatalité qui pèse sur nous, mais plus on est capable de nommer et de dire voilà ce que j'ai reçu, plus on peut dire ok, j'ai reçu, je pose, et c'est plus sur mes épaules, je le mets un petit peu en distance. On a besoin de ça. On a besoin de nommer quelquefois. Et voilà, rien ne nous empêche d'aller faire notre petite enquête dans notre famille. Alors il y en a peut-être qui vont dire non mais c'est pas possible, sujet impossible avec ma mère. Ben voilà. Si vous vous dites sujet impossible avec ma mère, eh ben vous dites déjà quelque chose de votre lignée et de quelque chose que vous avez apporté. Cette impossibilité, voilà. Et donc se dire bon, pour moi il y a impossibilité. C'est pas parce qu'il y a impossibilité que je garde cette impossibilité sur le. Alors peut-être que ça restera impossible, mais je dépose et je dis voilà, c'est plus sur mes épaules. Je prends conscience de cette impossibilité et j'y renonce quelque part, je l'éloigne de moi. Alors, qu'est-ce que ce serait qu'un vrai féminisme aujourd'hui? Un féminisme juste. On pourrait dire que ce contretemps-là, ce serait le temps de la mère. Ce serait un féminisme maternel, mais c'est peut-être pas le bon terme. Enfin bref, qui intégrerait la notion de la mère.
Alors aujourd'hui, si on dit ça, que le féminisme intègre le fait d'être mère, en gros, c'est un discours patriarcal qui n'a rien de féministe. Hein. Ça renverrait la femme dans son déterminisme biologique et ça la réécraserait complètement. Elle serait à nouveau aliénée. Voilà. Mais ce dont on a à prendre conscience, c'est en lisant le livre de Marianne Durano ces jours-ci, vous avez peut-être entendu parler de cette publication, que j'ai été attentive à ça. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Mon corps ne vous appartient pas ». Et elle analyse justement le féminisme actuel et l'implication que ça a sur le corps des femmes. Et alors, elle est très intéressante parce qu'en fait, elle ne vient pas du milieu catho au point de départ. Elle vient d'une famille athée et elle s'est convertie en rencontrant son mari, mais donc elle a eu l'éducation sexuelle actuelle, où la fille est programmée pour aller chez le gynéco à 14 ans et pour pouvoir coucher dès qu'elle voudra en toute sécurité. Donc elle a eu ce modèle-là, elle a été façonnée par ce modèle-là, et en rencontrant son mari, elle découvre une toute autre dimension de la sexualité. Je ne sais pas s'il y a une conversion, elle ne le dit pas, mais peu importe, en tout cas il y a une conversion sur la vision de la femme. Et comme c'est une normalienne philosophe, elle a analysé un peu ce qui se passait. Et elle dit le corps de la femme aujourd'hui est aliéné. Justement, quand elle nous fait le chemin gynéco à 14 ans, pilule, multiplicité des partenaires, etc. Tout ça, c'est pas un corps de la femme libre, c'est un corps de la femme programmé par les médicaments et la technique pour donner une disponibilité permanente. C'est-à-dire qu'on imprime dans la tête on parlait des lignées de femmes, là on imprime ma fille, tu es faite pour être disponible, pour que ton corps soit disponible à une relation sexuelle assez vite, puisque 14 ans, c'est envoyer un message direct à la fille, dire maintenant c'est bon, t'es dispo, tout est en sécurité pour que tu puisses... Donc en fait on envoie un message aux filles hyper directif aujourd'hui. C'est ce chemin-là, et donc elle décortique le truc, et comme elle l'a vécu à titre personnel, elle dit c'est une vraie aliénation, c'est-à-dire qu'on est programmé pour... c'est assez amusant en tant que catho de voir, parce que nous on se sent un peu programmé, quelquefois on se dit on a eu une éducation dans tel sens, ben, la programmation des autres elle est aussi directive finalement. Quelquefois on se révolte un peu, on dit ah nous on a une morale là sur la tête, etc. Mais eux ils ont une morale hyper lourde aussi. Tu coucheras très jeune, c'est hyper lourd, c'est hyper violent pour une fille. Surtout qu'une fille de 14 ans, c'est pas ça dont elle rêve. Elle rêve de fleurs bleues, d'un garçon qui lui fait la cour, de bisous, tout gentil. Elle rêve pas de coucher tout de suite. Et donc en fait, c'est hyper violent pour la fille. J'espère que les portes sont fermées, je dis des horreurs en fait, qui sont inaudibles aujourd'hui. Marianne Durano, aujourd'hui on confond souvent la parité, l'égalité et l'indifférenciation, comme s'il était évident que la différence sexuelle était en soi aliénante. Dire que la femme a un rapport au temps différent de l'homme, parce qu'elle est cyclée, un rapport différent au sexe, parce qu'elle risque de tomber enceinte, un rapport différent à l'enfant, parce qu'elle l'a porté, un rapport différent au travail, parce qu'elle engendre, un rapport différent au corps, parce qu'elle est femme, voilà aujourd'hui le comble de la misogynie. De dire la réalité. Donc on a besoin de se réapproprier la réalité de notre corps, parce qu'aujourd'hui il est nié et aliéné par un technicisme. C'est hyper... Vous savez, on peut se poser concrètement la question. Même à 43 ans, avec l'idée que peut-être les maternités c'est quand même derrière moi. Aujourd'hui, on a dans la tête, moi j'ai dans la tête, je me dis, il faut que tu ailles chez le gynéco tous les ans pour vérifier, frottis, que tu n'as pas un cancer du col de l'utérus, que tu n'as pas des ganglions dans les seins, que voilà, tous les ans. Et si vous espacez les rendez-vous et que, comme moi je le fais, vous avez la secrétaire qui vous regarde d'un air horrifié. Comment madame, ça fait 3 ans que vous n'êtes pas venue? Oh,
psy, on allait... Et vous imaginez le pouvoir du gynéco dans notre vie, quoi. C'est incroyable. Et je me dis, il y en a qui... Les générations d'avant, ils disaient, non mais moi je vais chez le gynéco le jour où il y a un symptôme, quoi. Le jour où je sens un truc. Nous, on est programmés pour aller chez le gynéco, mais un nombre de fois, mais... Et on croit qu'il faut. Mais non, en fait, pourquoi est-ce que j'y retourne? Là, j'ai pris la résolution de ne pas y retourner sans symptômes. Et j'ai senti que je faisais un acte. Pardon pour les gynécos qui sont dans la salle, dit mon mari. Non mais c'est vrai. Non mais pourquoi est-ce qu'on remet notre corps au gynéco à ce point? Pourquoi est-ce que... Vous savez, mais moi je me dis, mais pourquoi j'y suis allée 3 ans? C'est beaucoup trop rapproché. Enfin, voilà. Non mais c'est un exemple concret pour dire qu'il y a quelque chose qui nous embarque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que moi, j'y allais en toute bonne foi en me disant « Mais oui, il faut être sérieux, le dépistage, gna gna gna. » Mais il y a un moment, faut arrêter, quoi. Pourquoi est-ce que, finalement, avant c'était le père et le mari, maintenant c'est le gynéco. Le patriarcat continue, quoi. Ça, c'est Marianne Durano qui est un peu comme ça, donc je transmets son message. Donc la maternité, c'est pas juste une option de la machine qu'il faut confier aux spécialistes, c'est nous. C'est notre corps, que l'on enfante ou pas. Toute femme est mère, qu'elle enfante ou pas. Parce que toute femme l'est potentiellement. C'est-à-dire dans son corps, une femme qui n'enfantera jamais, elle aura eu toute sa vie dans son corps la possibilité de la maternité. Donc voilà, ce rythme syncopé de la femme, aujourd'hui il est très plié à des exigences qu'on ne choisit pas forcément et peut-être qu'il faut se réapproprier les choses. Alors Marianne Durano est très remontée sur, vous savez, le temps de la femme. On est et sur le fait qu'on est poussé à faire des études longues, puis une carrière, et ensuite à penser aux enfants vers 30-35 ans, alors que notre corps ne nous dit pas ça. Notre corps ne nous dit pas ça. Il y a une vraie question sur la succession des choses qu'on vit parce qu'on est programmé pour ça. J'y reviendrai un peu plus. Après, j'ai lu il n'y a pas très longtemps dans le Figaro une petite chose qui peut intéresser aussi ce sujet-là, sur l'impact sexualité, travail et carrière. Une femme qui s'appelle Laetitia Strauch-Bonnard, elle est très intéressante. Hommes et femmes embrassent des carrières différentes en moyenne parce qu'ils ont en moyenne des intérêts différents. Leurs choix sont donc libres et authentiques. Les stéréotypes de genre jouent certainement un rôle, mais certainement bien plus faible qu'on ne le dit. Ils ne peuvent expliquer l'entièreté de ces différences. On constate que les femmes se dirigent davantage en moyenne vers des métiers relationnels liés au langage, et les hommes davantage vers des métiers techniques. Cela correspond à une distinction très importante observée par les psychologues cognitivistes et comportementaux, celle entre l'intérêt des femmes pour les personnes et celui des hommes pour les choses. On est dans des moyennes. Alors qu'ils ont l'opportunité de faire les mêmes études et que les filles sont souvent meilleures que les garçons. Dans une étude récente, des chercheurs parlent même d'un paradoxe de l'égalité. Les différences entre les choix des deux sexes sont d'autant plus marquées que les pays sont développés et égalitaires. Plus il y a d'égalité, plus les choix sont genrés. Non mais vous entendez? Plus il y a d'égalité, plus les choix sont genrés. C'est une réfutation magistrale du constructivisme social. Quand on donne aux femmes le choix, elles affichent leurs différences. La distinction chose-personne étant présente dès le plus jeune âge. Malheureusement, toutes ces études sont inaudibles en France. C'est des études anglo-saxonnes et nous, on n'en entend pas parler. Voilà, sur le temps du travail pour la femme. C'est pour ça qu'à un moment, il faut être heureux. Non, je le dirai plus tard. Ce que son corps apprend à la femme. Première chose, le temps pour la femme, il est perçu comme limité. Contrairement à l'homme, nous c'est puberté, ménopause, le temps de la maternité, il est limité.
Et bien, ce savoir-là qui est dans notre corps, cette conscience-là, ça impacte notre manière d'être. Notre manière d'être au monde, notre manière de voir le temps et de voir le monde. L'homme peut être père jusqu'au bout. On a notion aussi dans notre corps, donc un début, une fin limitée. On a un cycle, donc tout cycle implique une périodicité. Dans notre corps, la périodicité est inscrite. Il n'y a pas très longtemps, je lisais un truc sur le fait que, à cause de cette périodicité de ce cycle, vous savez qu'on ne pense pas et qu'on ne travaille pas comme un homme. Un homme, il peut planifier, je ne sais plus où j'ai lu ça, encore très intéressant, il faudrait que la femme puisse planifier son travail sur un mois et non pas sur une semaine. Si on dit qu'en gros, dans le cycle d'une femme, il y a 4 semaines, schématiquement, eh bien, en fonction des périodes de son cycle, on sait bien, hein, c'est connu, les humeurs qui montent et qui descendent en fonction du cycle. Ça a des implications dans notre manière d'être créative. Moi, je vois bien, je fais un travail créatif, écrire des articles, c'est assez créatif. Il y a des moments où j'ai pas d'idées et il y a des moments où j'ai plein d'idées. Et bien, de se déculpabiliser en se disant, les moments où j'ai pas d'idées, c'est juste normal, c'est juste parce que je suis une femme, et je vais avoir dans quelques temps plein d'idées, donc pas de problème, on ne stresse pas, c'est juste une question d'attendre les idées, elles vont arriver à un autre moment. C'est déculpabilisant, c'est pas je suis une femme, j'ai mes règles, donc je suis nulle, et gna gna. Non, c'est je suis en train d'engranger des choses qui vont sortir très bien quand ce sera le bon moment. Donc la périodicité fait que dans notre corps est inscrit le fait qu'il y a le moment opportun et le moment pas opportun. Et en tant que femme, pour un homme, c'est toujours le moment opportun. Pour une femme, il y a le moment opportun et le moment qui ne l'est pas. C'est pas simplement une question de comment notre cycle fonctionne, ça a des implications sur notre manière de voir la vie du coup. Parce qu'on a notion que, je ne sais pas si les mères dans cette salle vont entendre, vous n'avez pas dit 15 000 fois à vos enfants et vous n'avez pas l'impression que c'est ça que vous avez à leur apprendre. Attends mon coco, c'est pas le moment. Vous ne dites pas tout le temps ça à vos enfants. Moi je me rends compte que j'ai dit souvent, attends, c'est très bien là ce que tu demandes, c'est juste pas le moment. On va s'en occuper quand ce sera le bon moment. Les enfants, ils sont toujours à contre-temps, ils sont toujours... Et nous, dans notre corps, on sait qu'il y a le moment où telle chose est le bon moment. Et ça, c'est inscrit en nous. Dans le fait d'une périodicité aussi, il y a le fait d'une alternance. Et ça, ça impacte une personnalité. Vous voyez, un homme, il n'a pas la notion dans son corps d'une alternance. Nous, oui. Ça nous donne aussi une autre manière de voir le temps. Et donc, on a notion qu'il faut qu'on recherche la synchronicité ou la synchronisation ou la simultanéité. On sait très bien dans notre vie, on gère à l'avance et on se dit, voyons, là, ça va être... On planifie, il y a des choses qui se passent dans notre tête. Cette période-là, c'est un truc que les hommes ne connaissent pas. Ce moment-là, j'aurai mes règles, pourvu qu'il n'y ait pas un truc qui arrive à ce moment-là, ou alors quand on va faire un voyage ou un truc, pourvu que ça n'arrive pas, et on est là avec nos trucs, on calcule nos... Un homme, lui, il s'en fout du moment où il planifie un voyage, les filles, elles rigolent tout de suite, elles savent de quoi je parle. Bon ben ça c'est pas juste une fatalité dégueu de la femme, c'est nous, notre manière d'être au monde, et du coup c'est pas simplement une aliénation, c'est aussi une vision, vous voyez, une manière de voir les choses. Et on n'a pas conscience que, comme c'est en nous, on n'a pas conscience que ça c'est notre force et notre richesse. Même s'il y a des moments, c'est aussi notre galère. Mais voilà. Vous savez que les parents de l'amour, j'ai appris ça ces jours-ci, dans le banquet de Platon, vous savez, la mythologie grecque, l'amour, le père et la mère de l'amour, c'est richesse et pauvreté. Nous, on a ça en nous. Richesse et pauvreté pour donner l'amour. Voilà, donc voilà, notre corps, il nous dit des choses quand même, hein, beaucoup de choses.
Les femmes ne peuvent pas sans sacrifice faire des, je cite Marianne Durano, faire des études jusqu'à 30 ans, être ultra performantes jusqu'à 40 ans et prendre le temps de multiplier les partenaires avant de trouver l'homme de leur vie. Elles ne le peuvent pas, non parce qu'elles sont biologiquement inférieures ou socialement opprimées, elles ne le peuvent pas parce que leur être au monde, leur existence temporelle leur impose des limites que l'homme ignore. Si la femme se définit par la possibilité, la virtualité de la maternité, si cette possibilité est limitée dans le temps, alors c'est bien l'identité de la femme qui est en jeu dans la manière dont elle organise sa vie. Voilà, ça a beaucoup d'implications qui ne sont pas simples. Comment une fille va envisager, comment une fille de 18 ans va envisager les années qui viennent. Dans notre corps aussi, on éprouve l'irréversibilité. On a la conscience du temps qui passe. Le fait que les choses soient limitées, on a la conscience du temps qui passe. Et conscience de la perte. On sait ce que c'est que de perdre. Il y a la réalité des règles, la réalité de l'accouchement, où il faut laisser sortir l'enfant. La réalité du départ de l'enfant, qu'on accepte de couper le cordon. Donc on a ces réalités très très fortes nous impactent. Et puis la ménopause qui est aussi une perte de la fécondité. L'homme, il vit sa fécondité dans l'instant de la fécondation. Il la vit dans un instant. Nous, on vit la fécondité dans une grossesse. 9 mois. Pour l'homme, 3 minutes. Pour la femme, 9 mois. Non mais, ça donne un autre rapport au temps. Ça donne un autre rapport au temps. C'est pas pour dévaluer un côté ou l'autre. Hein. Il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas de dévaluation, il y a juste la réalité. On n'a pas le même rapport au temps. L'expérience féminine du temps, Marianne Durano encore, l'expérience féminine du temps pourrait se décrire comme l'urgence de transmettre et de préserver ce qui doit l'être. Urgence de transmettre et de préserver ce qui doit l'être. Zélie, ici, Zélie Martin, en a fait l'expérience radicale pendant sa maladie. Vous savez, elle sait qu'elle va mourir. Elle a une de ses filles qui a des difficultés, c'est Léonie. Et son urgence, on le voit dans ses lettres, son urgence c'est « il faut que j'ai le temps de sortir Zélie d'affaires, de sortir Léonie d'affaires avant de mourir ». Conscience féminine de l'urgence d'avoir une tâche à accomplir dans un temps donné. Moi je rajouterais, alors ça c'est pas du Marianne Durano, c'est du Sophie Lutz, que dans le corps de la femme, et ça c'est mon expérience personnelle qui me l'apprend, quand on est mère, là je viens d'évoquer Zélie qui est maman d'une jeune femme, d'une jeune fille en difficulté, d'une enfant, d'une fille puis jeune fille en difficulté, on est beaucoup de mamans à vivre l'expérience d'avoir un enfant en difficulté. Moi je vis avec un enfant, une fille très handicapée. Il me semble que du coup, notre expérience de mère face aux difficultés de notre enfant nous donne une conscience de la fragilité aiguë, même si je pense que Damien la connaît aussi. Mais le fait de porter et d'être enceinte d'un enfant handicapé, on a une notion de la fragilité, on a une notion de la mort peut-être plus proche. Et on a une notion de la lenteur. Alors, je vous ai parlé de la grossesse qui dure plus longtemps, mais du coup, je pense qu'en tant que femme, on a cette capacité d'intégrer la lenteur de ce que doit être l'évolution d'un être humain. Je pense qu'on a quelque chose dans notre mission éducative, par exemple, qui est particulier, parce qu'on a notion de la lenteur qu'il faut pour faire un homme. Et notion de la fragilité de la vie. Vous savez, on dit pendant l'accouchement que les femmes ont à un moment une angoisse de mort. Juste avant la délivrance, juste avant la fin, on peut dire, et on peut penser très fort, mais on peut le dire aussi très fort, voire le hurler, je ne vais pas y arriver. Quand il n'y a pas la péridurale. Je ne vais pas y arriver, cette angoisse de mort, elle est très connue, même des sages-femmes. Elles savent qu'à un moment, la femme va être persuadée qu'elle ne peut pas le faire, qu'elle ne peut pas y arriver. Cette angoisse-là, c'est aussi une confrontation à la mort. C'est je vais peut-être en mourir,
peut-être le bébé va en mourir. Zélie a connu ça très fort aussi, l'angoisse de mort, elle, en perdant des enfants nombreux, hein, parce qu'elle en a perdu 4 sur les 9. Voilà, donc on a avec la maternité et cette expérience de l'accouchement, je pense qu'on a une conscience ou un rapport à la mort différent de l'homme. J'aime bien citer ce mouvement des femmes, vous savez, israélo-palestiniennes qui ont fait un mouvement ensemble pour la paix. Pour moi, ça c'est typiquement féminin. Je pense que la mort à la guerre, elle est horrible pour tout le monde, mais pour les femmes, vous voyez, c'est un arrachement de leur être. C'est pas pour rien que c'est les hommes qui vont à la guerre, c'est les hommes qui vont tuer, c'est pas les femmes. Enfin, on a des contre-exemples, mais voilà, pour nous, c'est pas possible. On donne la vie, c'est dans nos tripes, c'est pas possible. Voilà. Confrontation à la mort, donc pour moi, ça c'est une spécificité. Donc notre combativité à nous, elle n'est pas extérieure, elle est dans le fait d'accoucher, dans le fait de durer, dans le fait d'éduquer, et elle est sur le temps long. Pour la femme, séparer le corps et l'âme, ça n'a pas de sens. Vous savez, dans la philosophie, il y a eu des pensées philosophiques qui ont séparé l'âme et le corps. Pour la femme, c'est pas possible, puisque la femme, en portant un enfant et en donnant la vie, de son corps sort un être spirituel et charnel. Donc pour elle, il n'y a pas de raison de séparer corps et âme. La dissociation entre le corps et l'esprit, permanente dans toute la tradition philosophique occidentale, est particulièrement problématique quand il s'agit de la femme, puisque son corps, à travers la grossesse, est le lieu où s'origine l'esprit, la personne dotée d'une âme. Or, victime d'un idéalisme récurrent, nous n'arrivons pas à admettre qu'un corps puisse engendrer un esprit. Et il nous faut penser à un engendrement spirituel, divin, philosophique, technique. Aujourd'hui, c'est l'engendrement technique ou volontaire. Voilà. Un peu un tableau de tout ce que dit le corps de la femme. Alors, je voudrais revenir à cette question après ce détour, enfin, c'est pas un détour, mais après ce passage par la maternité qui marque si fort la femme, je voudrais revenir à la question du plaisir féminin. Temps faible, temps fort, hein, vous vous souvenez, contre-temps. Temps faible, temps fort, déplacement par rapport à l'accent attendu. Bref, vous vous souvenez du début. Alors aujourd'hui, j'ai entendu ces derniers temps, plusieurs fois, des gens, enfin des cathos, dire qu'ils étaient un peu agacés par le fait que les cathos en ce moment seraient obsédés par le sexe. Que c'est un sujet qui est ultra traité chez les cathos, qu'on en voit partout, même Famille Chrétienne nous envahit avec une chronique sexualité par 11 ans pendant 4 ans. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle autant de ça? Et j'ai lu des gens qui ont un peu d'audience dire c'est un peu agaçant cette fixette des chrétiens, des cathos en ce moment sur la sexualité. Et le reproche qui est fait, c'est en gros les cathos cèdent à la mode. Vu que notre époque est très sexualisée, en gros, les cathos prennent le train de l'époque, ce qui ne plaît pas à d'autres cathos. Dès qu'on se met à la mode, c'est horrible, quoi. Et ce que je comprends, hein, mais... Donc, voilà, j'entends cette critique et je ne suis pas du tout d'accord avec cette critique. Pour nous, chrétiens, tout ce qui touche au corps, et donc le plaisir aussi, et la sexualité aussi, est un sujet à titre supplémentaire des autres. Notre foi, elle est incarnée. Alors je vous dirai 3 arguments, mais vous connaissez, mais il faut les redire puisqu'il y en a que j'entends que ça se dit, qu'on en parle trop. Je voudrais rappeler que Dieu est très féministe. Dieu a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il entre dans le monde par l'utérus et le vagin d'une femme, il faut le dire. Ça paraît peut-être choquant de parler comme ça de la naissance de Jésus, mais c'est comme ça qu'elle se passe. Indiquant par là toute la valeur du corps. Le corps féminin de Marie, dont on parle beaucoup, puisqu'on ne cesse... Vous vous rendez compte qu'on n'arrête pas de parler de Marie en l'associant à son sexe, puisqu'on dit la Vierge Marie. On parle de la sexualité de Marie tout le temps dans nos prières. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dès que vous dites Vierge Marie, vous parlez de sexualité. Vous voyez? Vous réalisez ça. Parce que Vierge Marie, comme si ce n'était pas une réalité dans le corps, quoi. Vierge Marie, maternité hyper précaire, Marie, fille-mère. Fille-mère.
migrante, il faut le lire aussi, restant au pied de la croix avec d'autres femmes, Pentecôte, c'est elle qui est là au Cénacle, a rassuré tout le monde. Sainte Madeleine, premier témoin de la résurrection, voilà, la place de la femme, la place de Marie, la sexualité de Marie, qui pose un vrai problème théologique. Voilà, donc Dieu passe par la femme. Jésus est très féministe. Le fait, enfin vous voyez, je le dis un peu en provocation bien sûr, hein. Le fait que Jésus, oui c'est très beau ce passage, vous savez, dans Saint Matthieu, il y a les apôtres qui arrivent voir Jésus qui lui disent « Est-ce qu'on peut divorcer ?» Et Jésus répond « Moïse, en raison de la complicité de votre vie, il a dit en raison de la dureté de votre cœur, en gros parce que votre vie est très compliquée, il vous a autorisé à faire un acte de divorce, mais à l'origine, il n'en était pas ainsi. » Et donc Jésus renvoie à l'origine, à la création de l'homme et de la femme, et il dit, à l'origine, Dieu créa l'homme et la femme, tous deux ne font qu'une seule chair, ne feront qu'une seule chair. Jésus parle là directement de l'acte sexuel. L'homme et la femme feront une seule chair. Et il parle de l'acte sexuel et il ne parle pas des enfants. Autant dans l'origine, il y a croissé et multiplié. Jésus ne se donne pas la peine de reparler de la procréation. Il parle juste de l'acte sexuel de l'homme et de la femme. Tous deux ne feront qu'une seule chair. C'est beau quand même. Il parle de ça. Et en tant que catho, je vous le redis parce qu'en fait, on entend ces trucs-là comme une espèce de ronron, vous voyez, alors que c'est tellement fort. L'évangile est tellement fort, c'est incroyable. Et donc, il parle de l'acte sexuel d'une seule chair. Il s'attachera à sa femme, tous deux ne feront plus qu'un. Il quittera ses parents. Donc Jésus remet en valeur le couple et cette beauté de ce qui était prévu. Les papes sont féministes. Finalement, Paul VI avec Humanité, Jean-Paul II avec la théologie du corps, je vais assez vite, Donum Vitae, l'évangile de la vie, tout ça qui a été reçu comme une lourdeur, en fait, c'est très féministe, parce qu'on se rend compte maintenant que, en gros, ces choses-là, ces enseignements-là sont plutôt dans le sens de protéger la femme face à la déferlante actuelle qui ne la protège absolument pas. Donc après, on peut discuter sur la difficulté de recevoir l'enseignement de l'Église dans la sexualité du couple. Ça, c'est une question qui est réelle. Mais ça n'empêche pas de dire que cet enseignement protège la femme. Il faut que j'aille plus vite. Ouais. Et... Ouais. Donc, on va terminer en chantant. C'est affiché ou pas? Ça va être possible? Je peux le faire. Pour parler du plaisir sexuel et de la relation amoureuse, vous savez, chez les cathos, on cite beaucoup le Cantique des Cantiques. Oui, et non, mon Cantique des Cantiques à moi, c'est pas le même. Alors, le Cantique des Cantiques, un cantique, ça se chante. Il se trouve que je n'ai pas la musique du Cantique des Cantiques. Je n'ai pas la partition. Par contre, j'ai la partition, et vous avez tous en tête la musique d'un autre chant qui parle tellement bien de l'acte sexuel, de la rencontre entre l'homme et la femme, de leur dialogue et de la nécessité de cette délicatesse mutuelle pour que le plaisir puisse jaillir. Alors, il y en a qui se disent, mais qu'est-ce qu'elle voit dans ces paroles-là? Ah non, on va le chanter tous ensemble. Et après, je vous dirai quelques petits trucs. Tu le fais défiler? Je vais essayer. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier, elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne peut pas dormir, je l'aime à mourir.
Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline. Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine. Je l'aime à mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir. Je l'aime à mourir. Pour monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois. Je l'aime à mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler. Je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir, de lui appartenir. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Vous avez vu ce qu'on a chanté? J'avais pas pensé. On traverse un pont entre... On est à Alençon, hein, Louise et Martin sur leur pont. Attendez, c'est dingue. Vas-y. Et on a dit aussi, je veux juste m'asseoir, je ne veux pas parler. Ouais, vas-y. Je vais parler un petit peu, il est très tard, vous avez très chaud, vous êtes très faim et très soif. Voilà. Je mets pas des doigts sur le machin. Vas-y, parle. Vas-y, je parle, merci. Juste en forme de conclusion, très rapidement, parce qu'effectivement, on avait fait toute une intervention il y a quelques temps sur cette chanson à deux, où on se répartait plus la parole. Moi, je voudrais juste dire toute petite chose sur le gardien du sommeil de ces nuits. Voilà, sur ce mot de gardien, dans le rôle de l'homme. Jean-Paul II, quelque part dans ses catéchèses, parle de l'homme comme gardien de la réciprocité du don. Voilà. Donc comme vous êtes à Alençon, si vous n'avez pas encore lu la vie de Louis et Zélie Martin, vous irez vous procurer de bons bouquins à la maison natale, il y en a plein, ou là, je ne sais pas, et vous observerez, je parle pour les hommes, mais aussi pour les femmes, vous le lirez à deux, ce sera encore mieux, le rôle de Louis dans leur vie de couple. Et notamment, moi ce qui m'avait marqué, c'est qu'à un moment, ils ont tous les deux une activité professionnelle, celui qui va arrêter son activité professionnelle, c'est pas Zélie, c'est Louis, qui va se mettre au service de Zélie, pour des raisons certainement économiques, hein, parce que la dentelle marchait mieux que l'horlogerie, je pense, enfin je crois que c'est ça d'ailleurs, et c'est lui qui se met au service, on sent toute sa vie, sans renoncer à ce qu'il est profondément comme homme, parce qu'il continue ses activités d'homme et d'être un homme, et profondément un homme, il se met au service de sa femme, voilà, pour pouvoir lui permettre de donner le meilleur d'elle-même. Voilà, il y a ce personnage de Louis Martin, si vous connaissez un peu la vie de son saint patron, le roi Saint-Louis, il y a tout aussi, malgré toute son activité politique et très extérieure et très guerrière, c'est un homme qui avait hâte de retrouver sa femme. Voilà. Et ça, c'est très important, je trouve, quand on est un homme marié, de pouvoir cultiver cette hâte de retrouver son épouse. Voilà, cette hâte du foyer. Et pour ceux qui, moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps, hein, j'ai presque 50 ans, mais on n'a pas fait d'études classiques, allez lire l'Odyssée. Voilà. Ulysse, ce qui est intéressant, c'est pas toutes ces, si, c'est ses aventures, mais c'est quoi Ulysse qui cherche? Il cherche à rentrer chez lui, voilà, à rentrer chez lui pour être à Ithaque, dans cette île grecque, c'est sympa comme endroit quand même, avec sa femme. Alors pendant qu'il est loin, il y a toutes sortes de choses qui l'embêtent, des cyclopes, des dieux qui font des tempêtes quelquefois, il y a aussi des déesses, il y a des calypsos quelque part, au fait que le garçon s'attarde un peu, il devrait peut-être pas, mais bon, il s'attarde quand même. Et qu'est-ce qu'il fait? Il veut retourner chez lui, et chez lui, qu'est-ce qu'il y a? Sa femme qui tricote, qui détricote, donc la notion du temps, avec toute une meute d'affamés qui pillent le réfrigérateur, enfin qui sont là pour un festin, puis surtout pour, je pense, faire la cour à Pénélope, de manière un peu grossière. Donc voilà. Et ça, je trouve, c'est intéressant de cette préoccupation de ce héros. Et c'est quoi son héroïsme? C'est de retourner chez lui auprès de sa femme. Voilà ce que j'avais à dire. Et moi, je voulais juste le gardien. Damien, il aime bien dire, d'habitude, là, il a oublié, mais gardien, vous savez que cette chanson qui dit « Moi, je suis le gardien », que l'homme se définisse en disant « Je suis le gardien », Jean-Paul II, dans la théologie du corps, il dit que l'homme est gardien
De la réciprocité du don, tu l'as dit. Ah oui, oh là là, c'est bon, bref. Et moi, donc, je vais souligner un autre passage, c'est pour monter dans sa grotte cachée sous les toits. Mon père, il m'a regardé d'un air ahuri quand j'ai dit, t'as compris ce que c'était la grotte cachée sous les toits? Il dit, bah non. Je dis, mais enfin, la grotte cachée sous les toits, c'est le sexe féminin. Pour monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à ses sabots de bois. Il y a plein de significations dans cette chanson. Il faut ouvrir. Je dois clouer des notes à ses sabots de bois. J'aime beaucoup ce passage parce que l'homme ne doit pas enlever ses sabots de bois, il doit clouer des notes sur ses sabots. L'homme reste homme. Pour se mettre au diapason de la femme, on ne lui demande pas de renoncer à sa masculinité, à ce qu'il est, mais il va clouer des notes. Donc, clouer des notes, il va apprendre un autre rythme, il va apprendre la syncope, il va apprendre le contretemps, il va apprendre toutes ces choses-là dont il a besoin pour pouvoir s'unir à la femme. C'est l'heure. Bon, mais j'ai presque pas parlé de ce que je voulais dire sur, voilà, dans cette chanson, mais tant pis. Bonne soirée.